OK, alors aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé en 2007 à l'université de Purdue aux États-Unis. Puis honnêtement, c'est une histoire quand même assez troublante. Donc, c'est un étudiant de 19 ans qui disparaît, mais sur son propre campus. Et pendant 2 mois entiers, il y a des centaines de personnes qui le cherchent un peu partout. Sauf qu'en fait, il était là depuis le début. Il était resté sur le campus. Il était juste, disons, à un endroit où personne n'avait vraiment pensé regarder. Du moins, regarder correctement. Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés, peut-être avec une petite tasse de café, une tasse de thé, parce que l'histoire qui s'en vient ce soir, va peut-être vous tenir en haleine. Ou pas. On sait que les nuits peuvent être longues, on sait que c'est souvent dans le silence, quand tout s'apaise, et que les histoires les plus sombres, refont surface. Et celle de Wade et Steffi, elle est particulièrement assez sombre. Pas parce qu'il y a un meurtrier ou une espèce de mystère surnaturel, mais plutôt parce qu'elle nous montre une chose. Elle nous montre comment une simple négligence peut transformer une soirée, qui d'abord est ordinaire, en une tragédie absolue. Bon, je vous plante le décor. On est vendredi le 12 janvier 2007. Il est environ 19h20. On est sur le campus de Purdue University dans l'Indiana. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Purdue, c'est une université quand même assez prestigieuse. Elle est connue pour des programmes d'ingénierie, d'aviation. Ils ont formé beaucoup d'astronautes là-bas, notamment probablement un que vous connaissez, Neil Armstrong. Si vous ne savez pas, c'est le premier homme qui a été sur la Lune. Ou pas, dépendamment de à qui on demande. Petite Steffi, en fait, ça va être notre protagoniste de ce soir. Il a 19 ans, il est en première année dans le programme de la technologie aéronautique. Et ce gars-là, c'est pas n'importe quel étudiant, parce que ce gars-là, il a une bourse académique complète. Donc, vous pouvez imaginer, c'est quelqu'un d'assez brillant. Pour avoir une bourse comme ça, c'est quelqu'un qui a devant lui un avenir assez prometteur. Donc, ce soir-là, Wade entre dans ce qu'on appelle le Ford Dining Hall, qui est en fait une des 5 cafétérias du campus. L'ambiance est assez électrique, tout le monde est excité pour le week-end. Les étudiants discutent de leurs plans par-ci par-là, il y a des fêtes qui s'organisent, donc vous voyez le tableau. C'est vraiment cette énergie particulière du début du semestre où tout le monde est encore très motivé, très social, pas encore trop claqué d'étudier, des examens et tout ça. Donc Wade, il s'assoit avec ses amis, il mange, il discute, ils font des plans pour la soirée. Donc c'est tout ça, à date, c'est une scène assez normale d'université. Un genre de soirée qui a des millions d'étudiants un peu partout à vivre, à chaque vendredi soir, à travers tout le pays. Vers 20h20, donc après environ 1 heure, à la table, Wade se lève, il dit au revoir à ses amis, il va déposer son plateau, il sort du réfectoire. Une fois dehors, il tourne immédiatement à droite, puis il marche une très courte distance, on parle d'à peu près 30 mètres. Il va jusqu'au bâtiment d'à côté qui s'appelle le Owen Hall. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Owen Hall, c'est un dortoir. Mais un détail assez important, c'est que c'est pas le dortoir de Wade. Donc lui, il vit dans un autre bâtiment qui s'appelle le Cary Quad West, qui est de l'autre côté du réfectoire. Mais Wade a des amis qui vivent dans le Owen Hall, et c'est pour ça qu'il décide d'y aller ce soir-là. Il monte dans la chambre de ses amis, puis là, il trouve un petit groupe, ils sont en train de discuter, ils sont en train de prendre quelques verres. Un pré-game classique avant de sortir en soirée, avant la folie furieuse. Wade s'installe avec eux, prend 1 ou 2 ou 3 verres, peut-être même plus, mais rien d'excessif. Donc, juste un peu de quoi de se mettre dans l'ambiance et se préparer au reste de la soirée. Donc, il reste comme ça pendant environ peut-être 1 heure, 2 heures à discuter, à rire, à profiter du moment. Vers 21h30, Wade et ses amis quittent le Owen Hall, puis marchent environ peut-être 800 mètres, 1 kilomètre vers l'ouest du campus, jusqu'à une espèce de grande fête dans une maison de fraternité. Et là, Wade va rester pendant plusieurs heures, il socialise, il s'amuse. Il boit probablement un peu plus que 2-3 verres. Mais encore une fois, une soirée typique d'un étudiant américain un vendredi soir. Et là, vers minuit, il commence à se faire tard. On est techniquement le samedi 13 janvier maintenant, on a changé de journée. Wade prend un de ses amis, il l'amène de côté, puis il lui dit « Merde, je viens de me rappeler que j'ai laissé ma veste dans la chambre à Owen Hall où on était en deux. » Et là, au moment où vous réalisez que vous avez oublié quelque chose, on peut pas se départir de ça, ça nous embête. Donc là, il se dit « Bon, il faut que j'aille le chercher. » Et en janvier, dans l'Indiana, il fait vraiment froid. Donc Wade, il est quand même déterminé à aller récupérer sa veste. Et là, il faut que je vous explique quelque chose sur les dortoirs à Purdue. C'est un détail qui, va être crucial pour comprendre la suite. Tous les dortoirs du campus se verrouillent automatiquement la nuit pour des raisons évidentes de sécurité. Puis la seule façon d'y entrer, c'est soit d'y vivre et avoir une clé ou un accès quelconque, ou de connaître quelqu'un qui est déjà à l'intérieur qui peut tout simplement vous ouvrir la porte. Donc Wade commence à marcher vers le Owen Hall. Pendant le trajet, il sort son téléphone, passe quelques appels pour essayer de trouver quelqu'un qui pourrait lui ouvrir la porte lorsqu'il allait arriver. Donc 4 de ces appels-là, c'est des mauvais numéros. On va savoir pourquoi.
Et les personnes qui décrochent, ben, comprennent pas ce qu'il veut, ils finissent par raccrocher. Peut-être qu'il y a trop de bruit ou elles sont trop sous, je sais pas. Bon. Et sinon, ben, personne ne répond, tout simplement. Peut-être qu'ils dorment, je sais pas. Ou peut-être qu'ils étaient sortis. On sait pas. Vers minuit 30 du matin ou de la nuit, peu importe, Wade arrive devant les portes en avant, les portes principales, ben, sont verrouillées, comme on s'y attend. Alors là, il fait quelque chose que beaucoup d'étudiants font dans ce genre de situation-là. Ben, tout simplement, commence à frapper à la porte en espérant que quelqu'un à l'intérieur l'entende et vienne lui ouvrir. Effectivement, un résident d'Owen Hall entend les coups. Et cette personne-là, dont on ne connaît pas l'identité, s'approche de la porte et regarde à travers la vitre. Là, il voit Wade dehors, puis là, il prend une décision qui, disons, va avoir des conséquences assez tragiques. Il décide que Wade a l'air trop sous pour le laisser entrer. Vous savez, c'est un peu le genre de décision que les étudiants prennent tout le temps. On comprend. La question qui s'est probablement demandée, c'est est-ce que cette personne-là, dehors, qui cogne, va causer des problèmes si je la laisse entrer? Et ce résident-là, qui était là, connaissait pas Wade. Et personnellement, s'est dit non, je veux pas ouvrir. Et là, Wade, insiste un peu, continue de frapper pendant quelques minutes, demande à ce qu'on lui ouvre. Mais finalement, voyant que personne va lui ouvrir et que la personne qui est à la fenêtre ne revient pas, il abandonne. Il se retourne, il s'éloigne de l'entrée principale. Et c'est là, disons, à ce moment précis, que l'histoire bascule. Parce que c'est la dernière fois que quelqu'un voit ce jeune Wade Steffi vivant. Bon, maintenant, on avance au mardi 16 janvier. Donc, on est 4 jours depuis que tout ça est arrivé, 4 jours plus tard. Et le colocataire de Wade, qui était parti pour le week-end, revient dans le dortoir au Carey Quad West. Et la première chose qu'il remarque, c'est que Wade, il n'est pas là. Et là, au début, il s'inquiète pas trop. Il se dit peut-être que Wade est en cours, peut-être qu'il est chez des amis. Il a tout simplement décidé de le découcher, mais il essaie quand même de l'appeler. Et là, pas de réponse. Il envoie des SMS, toujours rien. Et là, il commence à trouver ça un peu bizarre. Le colocataire à Wade sort dans le couloir, commence à demander aux autres étudiants qui sont sur l'étage, est-ce que vous avez vu Wade? C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu? Et personne ne l'a vu depuis vendredi soir. Et là, l'inquiétude commence à monter tranquillement. Et en fin de journée, là, il est vraiment stressé. Il décide, OK, je vais appeler la famille de Wade pour voir s'ils ont eu de ses nouvelles. Mais eux non plus n'ont aucune nouvelle d'où il pourrait être. Le soir même, la police est contactée. Les autorités réagissent assez rapidement. Et là, ils contactent le fournisseur de téléphone portable de Wade et obtiennent une information quand même assez encourageante. Son téléphone émet toujours un signal et ce signal-là montre qu'il est quelque part sur le campus de Purdue. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas déterminer l'endroit exact. La triangulation, apparemment, n'est pas assez précise. Donc, ce soir-là, il y a une recherche assez massive qui est lancée. On parle de centaines de personnes, des policiers, des volontaires, des étudiants, même des membres du personnel, la totale. Il y a même le club équestre de l'université qui décide de sortir avec des chevaux pour fouiller les zones boisées qui sont autour du campus. Donc, c'est un effort communautaire assez énorme. Et c'est une recherche qui va continuer pendant des semaines, jour après jour. Il y a des centaines de personnes qui ratissent assez méthodiquement le campus, les bâtiments, les parkings, même les bois environnants. Donc, ils vérifient les dortoirs, les salles de classe, les greniers, les sous-sols. Ils regardent partout où un étudiant pourrait se trouver. Le 20 janvier, donc là, on est 8 jours après la disparition et 4 jours après le début des recherches officielles, quelqu'un trouve enfin quelque chose. C'est une chaussure. Une chaussure de Wade. Et l'endroit où elle est trouvée, c'est assez étrange. Elle est juste devant une porte extérieure qui mène à une salle de maintenance. Une salle de maintenance du Owen Hall. Mais pas à l'entrée principale où Wade avait frappé. C'est vraiment une autre porte qui était comme sur le côté du bâtiment. Là, les enquêteurs, évidemment, vérifient tout de suite cette salle de maintenance. Mais Wade, n'y est pas. C'est juste une salle avec de l'équipement de maintenance, il n'y a rien d'anormal. Et c'est tout. C'est le seul indice qu'ils trouvent jusque-là. Donc, une chaussure. Et après des mois de recherches intensives qui ont impliqué des centaines de personnes, mais c'est tout ce qu'ils ont. Et finalement, à contre-cœur, les recherches officielles sont abandonnées. On va faire maintenant un petit bond de plus jusqu'au 19 mars 2007, donc environ 2 mois après la disparition de Wade. Donc ce jour-là, un employé de maintenance, il travaille dans la buanderie du sous-sol d'Owen Hall, là où les étudiants font leur lessive. Pendant qu'il travaille, il entend une espèce de bruit bizarre, une espèce de son de claquement répétitif. Là, au début, l'employé pense que ça vient peut-être d'une des machines à laver, peut-être que ça vient des sèche-linges, ou peut-être que c'est une espèce de fermeture dans une des machines où il y avait des pièces de monnaie qui cognaient à l'intérieur pendant un des cycles. Un petit bruit assez subtil. Alors là, il décide de faire le tour de la buanderie, puis il écoute chaque machine pour voir d'où vient ce bruit. Mais en écoutant assez attentivement, il se rend compte que le son, il vient pas des machines. En fait, il vient même pas de la buanderie tout court. Il vient du couloir. Alors là, l'employé sort du couloir, puis là, le son commence à devenir de plus en plus clair. Et là, il se rend compte que ça vient définitivement de derrière une porte qui est fermée, une porte juste en face de la buanderie. Là, l'employé sort, il prend son gros trousseau de clés,
finit par trouver la bonne clé, ouvre la porte, mais il rentre dans la pièce. Et là maintenant, je vais vous expliquer ce qui s'est vraiment passé à Wade dans les premières heures du 13 janvier, après qu'il a été refusé à l'entrée principale d'Owen Hall. Et là, Wade, on se rappelle, était en état d'ébriété. Il avait bu pendant plusieurs heures. Et il était très déterminé à récupérer sa veste. Donc, au lieu de retourner à son dortoir, il décide de chercher une autre façon d'entrer dans le Owen Hall. Et là, il fait le tour du bâtiment, vers la gauche du bâtiment, il cherche une autre entrée, tout simplement. Et là, il finit par trouver cette porte-là. Et cette porte-là, n'a pas de panneau. Pas de panneau qui est marqué « Accès interdit »,« Défense d'entrée », mais c'est quand même assez évident qu'elle n'est pas destinée aux étudiants ou aux curieux. Il y a une espèce de barrière qui entoure tout ça, puis la porte est au niveau du sol. Et pour y accéder, il faut littéralement enjamber la barrière puis sauter dans une espèce de fosse, une espèce de trou. Donc normalement, c'est une porte qui est toujours verrouillée. C'est une règle de sécurité absolue. Cette porte doit être verrouillée en permanence et on va comprendre pourquoi. Mais Wade, dans son état, ne voit pas ces signaux-là, décide quand même d'entrer. Donc il enjambe la barrière, saute dans la fosse, et il attrape la poignée de la porte et la porte s'ouvre. Donc Wade pousse la porte et entre. Et l'intérieur est complètement noir. Un peu pitch black, comme on dit. Il voit absolument rien, mais il entend une espèce de bourdonnement, un vrombrissement de grosses machines dans cette noirceur-là. Maintenant, une personne sobre se serait probablement dit « OK, ça me semble être une mauvaise idée, je ressors ». Mais Wade, dans son état d'ébriété et son désir de retrouver sa veste, pense encore à ce moment-là qu'il peut peut-être juste traverser la pièce, probablement qu'il y a une autre porte de l'autre côté, et à partir de là, pour accéder au reste du bâtiment, pour aller récupérer sa veste. Son seul souci dans l'immédiat, c'est qu'il ne trouve pas l'interrupteur, il ne trouve pas la lumière, puis là, il commence à avoir peur que la porte se referme et se verrouille derrière lui, qui l'amènerait à être piégé à l'intérieur. Alors, il fait quelque chose d'assez intelligent dans le contexte. Il enlève une de ses chaussures et la cale dans l'embrasure de la porte pour, naturellement, la garder ouverte. Et c'est cette chaussure-là qu'on va retrouver plus tard. Avec ce petit filet de lumière-là venant de la porte qui est entrouverte derrière lui, Wade commence à avancer dans la pièce. Presque immédiatement, mais il se cogne contre une espèce de grande structure métallique. Là, il peut pas voir ce que c'est dans l'obscurité, mais il peut sentir qu'il y a quelque chose de plat, du moins métallique, aussi que ça vibre un peu. C'est clairement une machine qui fait une espèce de bruit de bourdonnement. Et là, il décide d'essayer de contourner cette machine-là comme par la gauche en tâtonnant dans le noir. La machine est très énorme, peut-être même beaucoup plus large que ce qu'il pouvait imaginer. Et quand il arrive au bord gauche de la pièce, puis la machine, donc l'espace entre les deux, disons qu'il est tout juste assez large pour qu'il puisse se faufiler tranquillement en se mettant de côté. Et là, encore une fois, une personne sobre se serait dit probablement que ce que je fais est ridicule, je devrais faire demi-tour. Mais Wade, encore une fois, déterminé, désorienté, décide de continuer. Ils sont de côté, encore une fois, il essaie de se faufiler contre le mur, la poitrine face à la machine. Et là, il commence à se glisser dans cette espèce de petit espace étroit-là. Et là, il lève ses mains pour protéger son visage et son cou de ce qui pourrait sortir de la machine, qui pourrait pas boire, lui blesser ou quoi que ce soit. À un moment, là, il trébuche juste un peu, légèrement. Il tombe pas vraiment parce que là, il est comme coincé, là, donc il peut pas tomber à pleine face directement. Donc, par réflexe, en tombant, mais il s'agrippe à la machine pour se stabiliser, pour pas tomber dans l'espèce de petite craque. Et c'est là que ça arrive. Par pure malchance, son doigt glisse dans une espèce de petit trou dans la machine, un trou d'environ 5 cm de profondeur. Ce que Wade ne savait pas, c'est que la pièce dans laquelle il était rentré s'appelait une chambre électrique, un genre de electrical vault en anglais. Donc elle contenait 6 transformateurs géants, des espèces de machines énormes qui prennent le courant de haute tension du réseau électrique principal et le transforment en voltage, un voltage utilisable pour alimenter tout le dortoir. Et ces transformateurs-là, même s'ils sont en grande partie recouverts il y a plein de matériaux isolants autour pour la sécurité, ils ont quand même certains points qui restent extrêmement dangereux. Et le petit trou où le doigt de Wade s'est glissé, c'était un de ces points-là. Au fond de ce trou-là, il y avait un conducteur électrique qui était exposé. Et à la seconde, le bout du doigt de Wade a touché ce conducteur-là. Il y a environ entre 2000 et 4000 volts d'électricité qui ont traversé instantanément son corps. Puis juste pour vous donner une idée, la chaise électrique utilise environ 2000 volts. Donc Wade est mort sur le coup. Et c'est un peu là que ça devient, disons, macabre, parce qu'il était coincé entre le transformateur et le mur, dans une espèce d'espace étroit. Son corps, il tombe pas, il est comme figé là sur place, il reste en position semi-debout. Il est maintenu par la pression entre les deux surfaces, avec son doigt qui est encore coincé dans cette espèce d'endroit. On va l'appeler le trou mortel. Pendant 2 mois entiers, le corps de Wade reste dans cette position-là et continue d'être traversé par l'électricité à chaque seconde. Donc, pendant que des centaines de personnes le cherchent partout sur le campus, pendant que sa famille s'inquiète, pendant que ses amis espèrent qu'il va peut-être ressortir ou réapparaître, il est là, à quelques mètres des étudiants qui passent tous les jours dans ce bâtiment-là. Finalement, en mars, à cause de la
déshydratation progressive de son corps, le courant électrique a commencé à changer de trajectoire, a commencé à faire des arcs électriques là, qui sautaient du corps vers le sol. C'est ce phénomène-là qui produit le bruit que l'employé entendait, les espèces de petits claquements que l'employé de maintenance entendait. Quand l'employé entre dans la chambre électrique par la porte intérieure, c'est celle qui donne sur le couloir, il ne voit pas Wade tout de suite. Mais par contre, il sent une espèce d'odeur étrange. Et c'est ça qui le pousse à explorer plus loin dans la pièce et à faire le tour complètement. Là, il fait le tour des transformateurs. Évidemment, c'est là qu'il fait cette découverte horrible, mais c'est pas chic. Ce qui est vraiment tragique, c'est que le 20 janvier, quand ils avaient trouvé la chaussure de Wade devant la porte extérieure, la police avait quand même déjà vérifié cette chambre électrique-là, mais ils étaient rentrés par la porte intérieure depuis le couloir de la buanderie. Et depuis cet angle-là, on pouvait pas voir Wade qui était coincé entre le transformateur et le mur. Ils avaient juste regardé depuis l'embrasure, ils ont vu une salle de machine apparemment vide, ils étaient tout simplement repartis. Donc, l'enquête qui a suivi aurait révélé quand même une négligence fatale, parce que cette porte extérieure-là de la chambre électrique était censée être toujours verrouillée en permanence, mais elle ne l'était pas. C'était une règle de sécurité assez fondamentale, mais pour une raison qu'on n'a jamais, de ce que je comprends, réussi à éclaircir, elle l'était pas ce soir-là. L'Université de Purdue a été reconnue négligente dans tout ça, dans cette affaire. Donc, ils ont versé 500 000 $ à la famille de Wade et ont créé une bourse d'études à son nom. Ils ont aussi, évidemment, revu tous les protocoles de sécurité qui concernaient les zones dangereuses du campus. L'histoire de Wade Steffi, c'est quand même assez perturbant parce que disons que c'est une accumulation de petites décisions assez banales et de malchance qui ont mené à une tragédie là, comme ça. Un étudiant super brillant qui voulait juste récupérer une veste. Ensuite, on a un résident qui refuse d'ouvrir pensant bien faire, juste par souci de ne pas faire entrer n'importe qui. Une porte qui aurait dû être verrouillée, mais qui ne l'était pas. Et un doigt qui glisse dans le mauvais trou au mauvais moment. Et c'est vraiment ce qui me hante le plus, disons, dans cette histoire-là, c'est que c'est l'idée que pendant 2 mois, pendant que tout le monde cherchait désespérément, Wade était là, sur le campus, à quelques mètres. Et c'est un rappel assez brutal que parfois, les endroits les plus dangereux sont ceux qu'on ne pense même pas à considérer comme dangereux du tout. Et que les règles de sécurité, même celles qui peuvent sembler peut-être excessives, existent pour une raison. Si cette histoire-là vous a marqué autant que moi, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Est-ce que vous connaissez des histoires similaires qui ont peut-être eu des conséquences aussi tragiques? Je suis curieux, je suis intéressé. Donc sur ça, prenez soin de vous, faites attention aux portes qui devraient être barrées. Et des fois, il faudrait peut-être lâcher prise sur des choses comme une veste. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle plongée dans je sais pas quoi.